sommes toujours le 15 juillet 2014, je poursuis mes séries de causeries. J'aurais parlé de certaines attentes que j'avais nourries à la fin des années 60 et qui se sont révélées, dirons-nous, vaines. Je me souviens qu'à la fin de l'année 1969, j'étais tout content parce que j'avais eu le sentiment que j'avais enfin découvert la clé du système des domiciles des égalisations. Et d'ailleurs, je déposais régulièrement à la Société des gens de lettres mes manuscrits successifs sur différents sujets. Et donc ça nous ramène quand même à 45 ans en arrière, 47 ans même plus. Et j'ai eu donc la satisfaction, même l'heureux surprise de pouvoir publier en 1976 Clé pour l'astrologie. Les éditions Ségard sont bien voulu me confier, alors que j'avais quand même à l'époque, puisque le contrat a été signé, je pense, en 1975, donc j'avais 26-27 ans, qui a été traduit très rapidement d'ailleurs en espagnol, et a beaucoup circulé en Amérique du Sud sous le nom de la Claves de la Sloria. C'est une époque complètement différente de l'époque actuelle. C'est une époque où l'astrologie se remettait en question, où on recherchait des structures, je pense notamment à Elisa Morpurgo, qui avait mis en évidence une sorte d'hélice que moi-même j'avais trouvé aussi. Une hélice qui sous-tendrait le système des domiciles des égalisations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne pensait pas nécessairement qu'il fallait rajouter des planètes. Ce n'était pas d'ailleurs complètement exclu non plus, puisque à l'époque, on était en effet persuadé qu'il fallait 12 planètes pour 12 signes. Moi-même, j'étais un peu dans cet état d'esprit, notamment marqué par les travaux de Jean Carteret, que j'ai bien connu, et d'ailleurs qui est venu à mes colloques dans les années 76, quelques. Et l'idée selon laquelle des chercheurs, des historiens, enfin des gens qui pouvaient retrouver la structure d'origine de l'astrologie, l'idée que ça pouvait faire sens pour le milieu astrologique, qu'on lui apporte un renouveau structurel, et l'idée, la croyance un peu naïve selon laquelle les praticiens de l'astrologie préféreraient se servir d'un savoir repensé, rénové, reformulé. Cette idée-là va faire long feu, en fin de compte. La voie d'un ressourcement structurel de l'astrologie, on le voit bien aujourd'hui, ça n'est plus pris au sérieux. Il semble qu'il ne soit pas question, un instant, que l'on puisse modifier quoi que ce soit dans les dispositifs tels que nous les connaissons depuis le début de l'ère chrétienne, entre le 2e et le 4e siècle, avec Ptolémée, avec la mathésis de Julius Firmicus Maternus, etc. C'est-à-dire que si ces gens-là revenaient aujourd'hui, ils ne seraient pas spécialement dépaysés,
Et il comprendrait d'ailleurs, Ptolémée comprendrait très bien que de nouvelles planètes découvertes entre-temps aient pu être adoptées par l'astrologie, puisque lui-même il était un réformateur de l'astrologie, convaincu que l'astrologie devait se ressourcer par la voie de l'astronomie. Alors lui, c'était la voie de l'astronomie. Dans les années 30-60, c'était plutôt par la voie structurelle. D'ailleurs, ce mot structure était un mot fondamental à l'époque, aussi bien en astrologie qu'ailleurs. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, par la voie de la structuration, on arrivait peut-être, on pouvait espérer, rejoindre d'autres disciplines qui elles-mêmes avaient fait un travail structurel. On est en période structuraliste, disons. Donc il y a une période de structuralisme astrologique qui consiste à dire que les anciens avaient une pensée structurelle et que on pouvait reconstituer cette pensée structurelle à partir de ce qui nous en était arrivé, quitte à retrouver la logique interne de ces dispositifs. Alors, Jean-Pierre Nicolas, lui, il va prendre une autre voie. Il ne s'intéresse pas à la structure des traditions astrologiques, en tout cas pas celle des domiciles, exaltations et autres joies des planètes dans les signes et dans les maisons, qui nous apparaît, moi, qui m'apparaissait comme étant vraiment le cœur de l'astrologie. Comme on peut dire aussi pour une langue, qu'il y a un cœur de la langue, qui est sa morphologie, qui est ses radicaux, ses préfixes. Enfin, il y a quelque chose de très structurel au cœur des structures. Le noyau dur, reconstituer le noyau dur. Et Jean-Pierre Nicolas, dans les années 60, lui, il préconise plutôt une forme de structuralisme et qui n'est pas fondée sur la lecture des textes anciens. Puisque d'ailleurs, lui-même, il dit qu'il ne veut plus entendre parler des domiciles, des exaltations, des relations planète-signes. Il préfère considérer l'astrologie comme un commentaire du système solaire, avec trois groupes. Le groupe Soleil, Mercure, Vénus, le groupe Mars, Jupiter, Saturne, et le groupe Uranus, Neptune, Pluton. Et puis met la Lune un peu au-dessus de tout ça. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que, éventuellement, ça peut expliquer par la suite pourquoi la voie structurelle n'a pas été suivie. En tout cas, pas dans le sens d'un structuralisme ethnologique, essayant de comprendre une tradition dans sa complexité et éventuellement dans ses déviances et dans ses dysfonctionnements. Donc moi à l'époque, donc le jeune Alpron était convaincu qu'il fallait retrouver la structure originelle de l'astrologie. Et je pense que c'est également la position qui était celle de Lisa Morpurgo, que moi-même j'ai rencontré en 1971 à Halle, en Allemagne, lors d'un congrès de l'ISAR organisé par les Allemands et Julienne Sturm, Julienne Millette, qui reviendra vers nous d'ailleurs par la suite en 1974, puis en 2004 à Paris. Vous pourrez trouver ça dans les vidéos sur YouTube. Julienne Mulette. Et toujours en vie d'ailleurs. Et donc, j'avais la conviction qu'il fallait repenser cela. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu persuadé qu'un si beau système, si cohérent, si structurel, n'était peut-être pas complètement humain, qu'il était peut-être... je lisais beaucoup à l'époque les
les bouquins de Robert Laffont, Robert Charroux, enfin chez Robert Laffont, de Robert Charroux et d'autres, la collection noire, que j'ai évoqué récemment avec Marc Lalvé dans mon interview autour de Serge Hutin. Et donc l'idée qu'en reconstituant, en retrouvant la logique interne de ce dispositif central, pour moi, j'allais enfin doter les astrologues non seulement d'un outil, mais d'un référentiel structurel, solide. En 1983, je publierai d'ailleurs chez Très Daniel les mathématiques divinatoires. Après en avoir parlé avec Robert Jolin et son frère Bernard Jolin, j'ai même fait une conférence, je crois, qui est d'ailleurs sur Internet, une conférence sur ma théorie des domiciles à Jussieu, Paris 7, en 1975-76. Et j'étais également convaincu que les astrologues qui utilisaient l'ancien système, celui qui était un petit peu frelaté, eh bien, s'ils avaient des résultats, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ou que c'était lié à d'autres facteurs qui n'étaient pas vraiment de l'ordre de l'astrologie. Donc, ces recherches structurelles m'ont conduit très rapidement à douter de ce que pouvait démontrer une pratique astrologique. Alors, je pense notamment aux exaltations des planètes, que j'avais complètement revues, redistribuées autrement. D'ailleurs, je me hâte de préciser que par la suite, et même il n'y a pas si longtemps, j'ai reconstruit, repensé tout cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux qui sont purement d'ordre historiographique et historique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à mon avis, il n'est plus établir une structure de ce genre. Oui, probablement. Maintenant, est-ce que cette structure, d'abord, cette structure de ce genre, quelle était sa signification? La question est là. Même si on restaure l'objet, la question est de savoir quel est son mode d'emploi. À quoi servent ces dispositifs répartissant les planètes entre les signes, les éléments entre les signes, les maisons, tout ça, à quoi ça sert? À quoi ça correspond? La grande question qui allait se poser progressivement, c'est comment c'est activé tout ça? Comment le dispositif, aussi cohérent soit-il, est activé? Alors là, ça m'a demandé beaucoup de temps encore. Parce que, dans un premier temps, je pensais que ça permettait de savoir à quel moment une planète était puissante, en signe, par exemple. Ça permettait de valoriser les planètes. Moi-même, j'avais Jupiter en Sagittaire, par exemple, en domicile. Et j'avais la Lune en Cancer aussi, en domicile. Par exemple, pour situer dans laquelle j'étais à l'époque. Mais je saute évidemment pas mal de temps dans cet itinéraire. Mais une grande question qui allait se poser, dont j'ai parlé d'ailleurs à propos de Manilius, c'était de savoir si on avait affaire à des planètes ou à des dieux. C'est tout le débat. D'ailleurs, on le retrouve par la suite dans d'autres ouvrages de la littérature astrologique. Je crois qu'on trouve chez Pierre-Unicus Maternus l'idée des dieux. Tout d'un coup, bon,
à un moment donné, ces noms mythologiques, on ne sait plus si ce sont des dieux ou des planètes. Il y a une période de flottement comme ça. Comme s'il y avait une ancienne tradition qui était celle des dieux, qui était incarnée par Manlius, et puis qu'on était passé à une nouvelle idée où tous les dieux seraient restreints à des planètes, et qu'il n'était plus nécessaire d'avoir 12 dieux, mais que l'on pouvait dédoubler les dieux, et donc en faire des planètes. C'est l'idée géniale de Ptolémée, entre parenthèses, dans la Tétrabie. Il prend le contre-pied de Manilius, qui lui proposait 12 dieux différents, 6 dieux et 6 déesses, et donc par conséquent beaucoup plus de dieux qu'il n'y a de planètes. Et Ptolémée arrive en disant non, 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 on ne prend que les 7 planètes, y compris le Soleil et la Lune, et pour les 5 signes qui n'ont pas de correspondance avec des planètes, eh bien on va les dédoubler. On va les doubler les planètes de façon à ce que certaines planètes, que toutes les planètes, que les 5 planètes, aient chacune 2 signes séparés comme ça, par rapport à un axe de symétrie. Donc, vous voyez, cette idée, on dit que la nature a peur du vide, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un dilemme, soit on gardait 6 dieux, 6 déesses, mais à ce moment-là, on n'était plus dans l'astronomie. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ou bien alors, on restait dans la seule astronomie, on se débarrassait des dieux et des déesses, on ne prenait que 7 planètes, mais, et puis on éliminait plus ou moins les exaltations, mais on avait ce qu'on appelle les doubles domiciles. Et finalement, c'est cette thèse des doubles domiciles qui va l'emporter avec la Tétrabible. Là, il y a un changement et un basculement absolument majeur, dont j'ai déjà parlé. Et donc, je vais y revenir, mais dans une autre perspective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée qui va me venir à l'esprit, c'est celle que peut-être qu'on a besoin que d'une seule, que tout ça, tout ce dispositif peut être actionné par une seule et unique planète. Tout comme un harem, pour prendre une expression, une comparaison un peu triviale, peut fonctionner avec un seul et unique homme, qui va tour à tour féconder ces différentes femmes. Une sorte de polygamisme. Alors, pour en arriver à l'idée que une seule planète, ça pouvait être aussi bien le Soleil, la Lune, Saturne, qu'une seule planète choisie parce que c'est commode, parce qu'elle a un cycle intéressant, une seule planète va faire le tour du zodiaque et va s'imprégner de l'énergie correspondant au signe zodiacal. Mais cette énergie correspondant au signe zodiacal, elle va être également incarnée dans un dieu. Donc là, on retombe dans Manilius, en fait. Incarné dans un dieu qui va donner une tonalité particulière à ce moment du cycle. Donc Saturne va passer dans une tonalité de tel dieu, et puis tel autre dieu. Et voilà. Alors, ça aussi, ça ne va pas du tout, mais enfin, c'est venu beaucoup plus tard, cette réflexion. Mais cette idée-là montre bien que le dispositif, il est ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'il signifie, comment il s'applique, comment il est utilisé.
Et à mon avis, et je terminerai là-dessus, à mon avis, il ne suffisait pas de faire un travail de restauration structurelle, il fallait encore comprendre le mode d'emploi de cet objet structurel. Et ça remettait en question énormément de choses chez les astrologues, qui n'acceptaient pas l'idée qu'il puisse y avoir un seul vecteur, un seul facteur, qui activerait les différentes énergies mythologiques au fur et à mesure de son parcours, sans qu'on ait besoin de suivre Ptolémée, qui imposait à l'astrologie l'idée, à mon avis totalement fausse, selon laquelle chacune de ces planètes, il fallait l'étudier, la suivre. C'est-à-dire que voilà, il fallait étudier où était Mars, où était Jupiter, il fallait étudier. Donc voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est que, et ça, j'étais le seul à le dire, parce que parmi tous ceux qui voulaient restaurer, comme Neuroman, comme Carteret, comme Lisa Morpurgo, et comme récemment Roger Benoît Jourdain, et j'en passe, eh bien, aucun n'était arrivé à cette conclusion sur laquelle tous ces dispositifs d'attribution des planètes aux maisons, des planètes aux signes, n'étaient là que pour marquer, pour scander la progression d'une seule et unique planète au cours de son cycle.